Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission parlementaire pour cette session d'automne. Au menu, entretien avec la présidente, l'esprit des lois et les tribunes libres. Madame la présidente, bonjour. Monsieur Bonilla, bonjour. Bienvenue au sein de l'hémicycle du Conseil national. Merci. C'est le début, d'ailleurs, d'une intense session d'automne avec le vote de très nombreux textes d'ici la fin de l'année. 2 séances législatives, en plus des 4 séances budgétaires. Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Oui, tout à fait. Nous sommes d'une part en pleine session, donc d'une part budgétaire, d'autre part législative. Nous avons des textes importants à étudier, à voter. D'ailleurs, notre président de la commission de législation s'y penche, même en nocturne en ce moment, pour justement pouvoir voter ces textes le 30 novembre prochain. Et bien sûr, toute la partie budgétaire que nous allons détailler au fur et à mesure de cette interview aujourd'hui. Et dans ce contexte, comment se passe votre relation avec le gouvernement en général et avec le ministre d'État en particulier ? Alors nous sommes un peu agacés, je dois vous l'avouer, parce que nous avons très peu de temps entre l'arrivée des textes du gouvernement sur le bureau du Conseil national et le temps nécessaire pour pouvoir les étudier dans un premier temps en commission privée, bien entendu, puis en commission de législation, avant d'arriver en séance publique. Et je vous avoue que le Conseil national n'est pas une chambre d'enregistrement. Nous avons besoin de recevoir les textes suffisamment à l'avance pour pouvoir prendre le temps de faire non seulement leur étude, bien entendu, mais également les amendements nécessaires. Or, ces derniers temps, ça ne se passe pas très bien comme nous le souhaiterions. Et sur une partie des textes soumis au vote lors des sessions législatives, je propose, si vous le voulez bien, d'écouter Thomas Brézot, le président de la commission de législation. Le projet de loi numéro 1030, relatif à l'enquête préliminaire et aux mesures alternatives aux poursuites, poursuit 2 objectifs. Le premier est d'introduire les mesures alternatives aux poursuites. Jusqu'à présent, le procureur général avait le choix entre poursuivre la personne mise en cause devant la juridiction de jugement ou classer l'affaire sans suite en procédant éventuellement à un rappel à la loi. Ce texte offrira désormais la possibilité pour le ministère public, notamment pour les infractions les moins graves, d'opter pour différentes mesures qui tendent à prévenir le risque de récidive ou à réparer les dommages causés par l'infraction. Il pourra s'agir d'orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, professionnelle, éducative, ou l'inciter à participer à des stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences domestiques par exemple, ou enfin de demander à cet auteur de régulariser sa situation ou de réparer le dommage résultant de l'infraction. Le second objectif de ce texte est de consacrer expressément au sein du Code de procédure pénale l'enquête préliminaire. Cette enquête, réalisée sous la direction du procureur général, vise à rassembler les preuves d'une infraction ou d'en rechercher l'auteur, et de manière à permettre au ministère public de prendre la décision de déclencher ou non l'action publique, c'est-à-dire de poursuivre l'auteur des faits devant les juridictions répressives. À cet égard, il est important de souligner que la mise en œuvre de ces actes d'enquête est assortie de garanties visant à respecter les droits et les libertés fondamentaux des personnes envers lesquelles ils sont dirigés. La commission de législation a été très attentive au respect de ces droits et a travaillé, comme à l'accoutumée, dans la recherche d'un équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir l'efficacité de l'action pénale et la protection des droits et des personnes mises en cause. Enfin, la commission de législation a souhaité ajouter un 3e volet à ce texte pour moderniser la procédure de la garde à vue et consacrer la pratique de l'audition libre. Par le premier volet de ce projet de loi et le panel de mesures alternatives aux poursuites qu'il prévoit, ce texte vient compléter les moyens d'une justice restaurative en principauté, c'est-à-dire d'une justice qui cherche à réparer plutôt qu'à punir lorsque cela est approprié. Dans certaines situations, notamment les moins graves, cela permet une résolution plus rapide des conflits et d'orienter l'auteur qui reconnaît les faits vers le droit chemin. Un tel traitement peut ainsi s'avérer plus efficace et plus constructif. Par le second volet de ce projet de loi, les services de police disposeront des outils nécessaires pour mener à bien leurs investigations. Cela permettra de renforcer les garanties à l'égard des victimes d'un traitement précoce de l'atteinte qu'elles subissent. Ces mesures s'inscrivent dans le droit fil des textes votés récemment, comme par exemple celui sur les agressions sexuelles, en permettant de renforcer les moyens de rechercher les infractions. Il est important que Monaco conserve un haut niveau de sécurité qui est un des piliers de son attractivité. Ce texte participe à une réforme de la procédure pénale souhaitée par l'ensemble des institutions de la principauté et les professionnels concernés. Son étude a été menée parallèlement à celle du projet de loi numéro 1031, modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l'instruction et au pouvoir en révision en matière pénale.
À l'instar du projet de loi numéro 1030, ce texte vient renforcer les pouvoirs des juges d'instruction dans la phase d'enquête, notamment recherchant les circonstances de la commission d'une infraction et en identifiant l'auteur ou en éclairant sur sa personnalité. Dans le même temps, les droits de la défense se trouvent également protégés, notamment par un renforcement du principe du contradictoire au cours de l'information. Il instaure notamment un débat contradictoire devant le juge d'instruction, avec l'assistance d'un avocat et un accès préalable au dossier, avant que le magistrat ne se prononce sur une éventuelle détention provisoire, ce qui faisait cruellement défaut jusqu'à présent. Le statut de témoin assisté a également été créé, s'agissant d'un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et celui d'inculpé. Il permettra ainsi à la personne placée sous ce statut de bénéficier de certains droits réservés jusqu'ici à l'inculpé. Ces deux projets de loi garantiront ainsi aux policiers que les enquêtes réalisées conformément à ces textes ne seront pas remises en cause par la justice. En outre, ils garantiront aux victimes une résolution plus rapide de leur situation, tout en garantissant les droits des personnes mises en cause. Avec ces deux textes, la Principauté de Monaco renforce considérablement son dispositif législatif qui se veut efficace et respectueux des droits et des libertés des justiciables. Des textes, nous dit Thomas Brézot, qui se veulent, je cite, efficaces et respectueux des droits et libertés des justiciables. C'est l'état d'esprit du Conseil national, ça ? Oui, absolument. Au Conseil national, nous préservons toujours les droits des individus. En matière de blanchiment, nous transposons un point, c'est tout. J'aimerais que l'on parle d'un autre projet de loi qui vient compléter des dispositifs en faveur des personnes handicapées. Oui, nous y tenons beaucoup. C'est la loi sur les cadres bâtis. Madame Fresco-Rolfo en est le rapporteur. Nous allons bien sûr présenter ce texte à une prochaine séance législative. Il sera présenté le 7 décembre. C'est un texte important pour nous, en tout cas pour le droit des handicapés au niveau de tous les bâtiments de la Principauté, afin que le gouvernement ait le temps justement d'intervenir et de mettre aux normes tous ces bâtiments. Vous avez parlé de Béatrice Fresco-Rolfo, on l'écoute justement. Très chers compatriotes, le 7 décembre, nous aurons une séance législative ici au Conseil national où seront proposés plusieurs textes à notre vote. Un des textes sera sur l'accessibilité, portera sur l'accessibilité du cadre bâti et j'ai été très honorée d'être nommée rapporteur. En effet, nous sommes tous touchés et tous concernés par les difficultés que peuvent rencontrer ces personnes en situation de handicap dans l'accessibilité à ces établissements publics, mais aussi dans leurs déplacements de tous les jours. Donc je pense que c'est un texte qui est important. Là, le gouvernement nous demande un délai supplémentaire. Il n'a pas pu faire tous les travaux tels qu'il était prévu dans la loi initiale. Donc nous allons voir un petit peu ce que nous pouvons accorder comme délai supplémentaire au gouvernement pour qu'il puisse rendre accessibles tous les bâtiments publics. C'est une responsabilité de l'État et l'État doit être exemplaire en la matière. Toujours à l'étude pour ces deux séances législatives. Tout d'abord, deux projets de loi, l'un sur les fonctionnaires communaux, l'autre sur les maladies nosocomiales, par Marc Mouroux, président de la Commission des affaires sociales et des affaires diverses. Puis nous entendrons Franck Julien, président de la Commission pour le développement du numérique, évoquer un nouveau texte sur ce sujet. Chers compatriotes, cette prochaine séance législative sera l'occasion de voter 3 textes importants pour la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Tout d'abord, le projet de loi numéro 1040, traitant des infections nosocomiales en Principauté. Ce dernier, équilibré et mesuré, tente à définir un cadre juridique général applicable à la gestion des risques liés à la prise en charge des personnes par les établissements de santé à Monaco. Ce droit fondamental à la protection des patients doit être mis en œuvre par tout moyen disponible au bénéfice des monégasques, des résidents, mais aussi des travailleurs se faisant soigner dans notre pays. En effet, les établissements de santé participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins se doivent de garantir la meilleure sécurité sanitaire possible lorsqu'une personne est prise en charge à Monaco. De solides garde-fous doivent néanmoins être mis en place afin de permettre une indemnisation juste et proportionnée des victimes et ainsi réparer l'éventuel préjudice subi après un séjour médical. Le projet de loi numéro 1065, portant statut des fonctionnaires de la commune, s'inscrit quant à lui dans le prolongement du vote de la modernisation du statut des fonctionnaires de l'État, texte voté le 30 juin 2022. Ce dernier, ayant permis des mesures innovantes et conçues dans le souci d'assurer une meilleure efficacité de la fonction publique, permettra également de préserver le juste équilibre entre les droits et les devoirs des fonctionnaires, tout en tenant compte des spécificités propres au fonctionnement des services publics relevant de l'autorité de la commune. Enfin, le projet de loi numéro 1071 concernant l'accessibilité du cadre bâti
viendra prolonger le délai dans lequel l'État se doit, au nom de l'intérêt général, d'assurer les bonnes conditions et mise en service des établissements recevant du public, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Cela concerne bien évidemment les bâtiments à usage industriel ou de bureaux, les bâtiments collectifs à usage d'habitation, les constructions provisoires et les installations temporaires, mais aussi les parcs de stationnement et les espaces extérieurs. Vous l'avez compris, en cette fin de mandature, le Conseil national continue ainsi sans relâche à participer à l'amélioration du quotidien des résidents et à protéger et renforcer l'excellence du modèle social monégasque. Le 7 décembre prochain, nous allons voter une proposition de loi portant sur diverses dispositions en matière de numérique. Je vais tenter de vous expliquer en quelques mots l'esprit de cette proposition de loi. Tout d'abord, lors de cette mandature, nous avons fait un énorme travail en matière de remise à niveau des textes législatifs sur le numérique. Je pense tout particulièrement à la loi sur une principauté numérique et sur l'identité numérique. Mais cette matière, elle a la particularité d'être non seulement technique, mais d'être très évolutive. Et si on veut se maintenir à niveau, il faut régulièrement voter des textes. Et c'est exactement l'esprit de cette proposition de loi qui interviendra 6 mois après le dernier vote d'un texte. Et comme en général le gouvernement utilise quasiment le maximum de son délai institutionnel, dans 18 mois, on peut espérer que nous aurons un projet de loi. Et 2 ans, 3 ans, c'est à peu près le délai que l'on peut espérer justement pour effectuer ces mises à niveau. Et deuxièmement, l'objet de cette proposition de loi, c'est d'inciter le gouvernement à réfléchir sur certains sujets que nous pensons importants. Et je pense tout particulièrement à l'identité numérique, qui est un des fondamentaux, un des piliers du « dites-le-nous une fois », car trop souvent encore, nous avons des procédures sur lesquelles on nous redemande des documents, on nous redemande des informations. C'est exactement l'objet de cette proposition de loi. Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus, eh bien, je vous invite à venir nous voir le 7 décembre prochain. Lors de l'étude du projet de loi numéro 986, modifiant le régime des incompatibilités et des inéligibilités prévues par la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, la mairie de Monaco avait attiré notre attention sur les conditions de mise en œuvre du vote par procuration pour les personnes qui souhaitent faire usage de leur identité numérique. En effet, le dispositif actuel prévoit que toute personne qui souhaite recourir au vote par procuration doit envoyer une copie papier de sa carte d'identité ou de son passeport. Or, désormais, avec les nouvelles cartes d'identité monégasques, il est possible de bénéficier d'une identité numérique et d'être reconnu directement par l'application mConnect. La mairie a donc fait savoir à notre Assemblée que pour les détenteurs de cette identité numérique, l'envoi par voie postale d'une copie de leur pièce d'identité s'avérait inutile. Ce texte s'inscrit donc dans une démarche de simplification des formalités dans le cadre du vote par procuration. Le vote de ce projet de loi permettra de tirer avantage du dispositif de l'identité numérique et facilitera ainsi le recours au vote par procuration pour les détenteurs de l'identité numérique. Concrètement, toute personne monégasque possédant une identité numérique avec mConnect, désireuse de formuler une demande de vote par procuration en ligne, n'aura plus besoin de fournir une photocopie de sa carte d'identité ou de son passeport en cours de validité pour valider sa demande. J'en profite pour rappeler que depuis 1 an environ, les Monégasques peuvent, comme la mairie les y a invités, prendre rendez-vous auprès du service de l'état civil de la mairie pour obtenir leur carte d'identité numérique qui permettra une facilitation des démarches administratives en principauté. Enfin, je rappelle également que désormais, il n'est plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux pour pouvoir faire sa demande de vote par procuration. Il est essentiel de tout mettre en œuvre pour permettre à chaque Monégasque d'exprimer sa voix lors des élections, qu'il s'agisse des élections nationales ou communales. Il faut que tous nos compatriotes puissent prendre part à la vie démocratique de notre pays. Nous sommes de retour avec la présidente du Conseil national. Le point d'orgue de cette session d'automne, c'est évidemment le budget. Comment s'annoncent les débats ?
Les débats s'annoncent, je vous le promets, fort intenses, mais constructifs. Nous avons l'intention de dialoguer, bien sûr, sur tous les sujets importants qui concernent la principauté avec le gouvernement. Au premier plan, bien entendu, toujours et absolument toujours le logement des Monégasques. Il est important que le gouvernement nous donne une opération, surtout pour les années où nous sommes en déficit de logement. Je veux parler au premier chef de l'année 2026, parce que là, bien sûr, il n'y a pas d'opération, nous n'avons pas de logement. C'est absolument inconcevable de prévoir une année telle que celle qui nous est annoncée, bien entendu. Ensuite, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons effectué la visite de la tour Elsa sur le site du Testimonio. Les appartements sont magnifiques. Nous avons été enchantés avec le gouvernement. Nous avons pu visiter différents étages avec tout ce qui concerne un appartement, aussi bien un F2 qu'un F4. Et c'est vrai que nous sommes satisfaits des prestations qui seront offertes et proposées aux Monégasques. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Bonilla, et bienvenue pour une autre fois dans cet hémicycle du Conseil national. Avec plaisir. Sur les questions budgétaires, on écoute Balthazar Sédou, le président de la Commission des finances et de l'économie nationale, puis Jean-Louis Grinda. Chers compatriotes, chers amis, on le rappelle rarement, mais le budget de l'État est une loi. En vertu de notre Constitution, pour pouvoir être mise en œuvre, la loi de budget doit donc être formellement votée par les conseillères nationales et les conseillers nationaux. Bien sûr, cette loi n'est pas tout à fait une loi comme les autres. Elle est encadrée par la Constitution, qui notamment en donne les grands principes, et par un texte législatif qui en détaille les aspects plus techniques. Depuis 2018, le Conseil national s'est attaché à défendre les prérogatives de notre Assemblée en la matière, mais également s'est inscrit dans une vision d'avenir. En effet, avec la création aux côtés de la Commission des finances et de l'économie nationale de la Commission pour le suivi du Fonds de réserve constitutionnel et la modernisation des comptes publics, présidée par mon collègue Jean-Louis Grinda, nous avons souhaité préserver notre patrimoine le plus précieux et envisager les améliorations souhaitables, selon nous, dans la pratique budgétaire de l'État. Travail presque invisible pour la plupart de nos compatriotes, cet engagement de la mandature qui s'achève a pourtant abouti à de nombreuses avancées. C'est par exemple la transformation de la proposition de loi numéro 253 sur les désaffectations du domaine public, désormais transformée en projet de loi qui permettra une meilleure protection des intérêts de l'État en la matière. C'est aussi l'accompagnement de la réforme des comptes publics, engagée par le gouvernement, qui est pleinement mise en œuvre à partir de cet exercice budgétaire et qui va permettre un pilotage financier plus fin de nos politiques publiques. C'est aussi l'obtention d'un canton dédié à garantir la retraite des fonctionnaires au sein du Fonds de réserve constitutionnel. Ce travail, qui peut paraître technique et complexe, est pourtant essentiel. Durant l'exercice 2021, nous avons également obtenu la limitation par le gouvernement de l'usage de comptes spéciaux du Trésor pour les actions publiques qui devaient être inscrites au budget. À cette même période, la résolution numéro 34 que nous avons votée à l'unanimité a rappelé au gouvernement les règles qui doivent s'appliquer à notre budget. En effet, les élus ont fermement condamné une pratique consistant, hors période budgétaire, à utiliser des excédents pour engager des dépenses qui n'ont pas été formellement votées par les élus. Cette pratique est d'autant moins acceptable qu'il est possible de déposer autant de budgets rectificatifs que nécessaire, et cela jusqu'au 31 décembre de chaque année. Notre Assemblée continuera à contester cette pratique qui ne respecte pas les prérogatives du Conseil national. Enfin, il faut également évoquer notre fonds de réserve constitutionnelle, notre bas de laine. Ce fonds, qui gère aujourd'hui 6,5 milliards d'euros, est le premier garant de notre indépendance économique. Monaco, État sans dette, bénéficie de cette réserve financière afin d'assurer la solidité de nos finances publiques, mais également la prospérité des générations futures. Trop souvent encore, le gouvernement utilise le fonds de réserve comme un budget bis, finançant directement et sans vote des élus des dépenses qui devraient être régulièrement inscrites au budget, comme cela est prévu dans notre Constitution par les articles 37 et 38. Le Conseil national, responsable, continuera à défendre ses positions dans le dialogue avec le gouvernement afin de trouver les moyens de poursuivre l'ensemble des investissements que l'État a besoin de réaliser sans rogner sur les prérogatives de notre Assemblée ni paralyser le pays. Je vous le disais, c'est un travail invisible mais essentiel.
Comme toujours, vos élus ont à cœur de défendre à la fois notre présent et notre avenir, sans idéologie, avec pragmatisme et responsabilité. Mes chers compatriotes, voici venu le temps des textes budgétaires et d'autres textes importants, dont un que nous allons bientôt voter, qui relève de ma commission. Une autorisation de prélèvement, comme la Constitution le permet et le prévoit, sur le fonds de réserve constitutionnelle d'une somme d'à peu près 100 millions d'euros pour boucher le trou d'un exercice précédent. Bien évidemment, ce trou était dû à toutes les actions Covid que le gouvernement, en concertation avec le Conseil national, a menées. Et cette dépense doit être vue non pas comme une perte, mais comme un investissement qui nous a permis de mieux rebondir pour bien préparer l'avenir de la principauté. Et on en voit aujourd'hui les bons résultats. Néanmoins, il faut quand même prévoir l'avenir de façon, me semble-t-il, un peu différente de ce que fait le gouvernement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait, à partir de l'exercice 23 et des suivants, que nous puissions dégager des marges bénéficiaires, des résultats positifs, supérieurs à ce que nous prévoyons chaque année dans le budget prévisionnel. Ceci me semble indispensable pour le bon équilibre de nos finances publiques, mais aussi pour la sauvegarde du FRC, qui est notre bas de laine, notre parachute en cas d'accident. Je ne doute pas que le gouvernement entendra cette voix de la sagesse. Permettez-moi de conclure en vous rappelant qu'en moins de 10 ans, le budget de l'État a plus que doublé et que la part liquide du FRC sur la même période n'a augmenté que de quelques petits pourcents. À très bientôt. On termine cette émission avec les tribunes libres avec Daniel Bohéry, Corinne Bertani et Fabrice Notari. Je vous donne rendez-vous avec la première séance législative ce mercredi 17h. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. La journée non au harcèlement organisée dans les établissements scolaires le 10 novembre et la journée internationale des droits de l'enfant du 23 novembre dernier nous rappellent une préoccupation majeure, protéger les enfants de la violence de la réalité. Plus globalement, c'est notre société qui est concernée. Les bruits du monde sont nombreux, harcèlement bien sûr, mais aussi addiction, violence. Comment parler aux enfants de ces bruits ? Et comment les en prévenir ? Protéger fut longtemps synonyme de cacher ou encore d'interdire. L'enfant était considéré comme un adulte réduit en taille et en psychisme. Ignorer les bruits du monde lui éviterait d'en souffrir. Les temps ont changé. Les thérapeutes nous le disent, les enfants sentent toujours et savent toujours tout, surtout ce qu'on voudrait leur cacher. Ils ressentent l'angoisse de ce qui les entoure sans le recul nécessaire à comprendre. Cacher la réalité, voire l'interdire, c'est donc voué à l'échec. Au contraire, expliquer ce qui se passe autour d'eux leur permet de s'en extraire. Informer un enfant avant qu'il n'en entende parler renforce sa confiance en lui. Ce dont il s'agit, c'est d'une conduite accompagnée qui permet à l'enfant d'apprendre la vie et le monde. Alors, comment en parler et avec quels mots ? Il n'y a pas de bonne façon de parler à l'enfant. Chaque parent connaît les mots qui lui conviennent. L'école aussi joue son rôle. Ce dont il s'agit, apprendre à apprendre et apprendre à comprendre. C'est plus long, mais c'est aussi plus efficace. Lui parler des sujets, c'est lui donner le droit d'en parler à son tour. Faire découvrir à un enfant la création et la culture, c'est lui donner les moyens de se consoler toute sa vie des violences de la réalité. Merci, à bientôt. Chers compatriotes, nous abordons les séances publiques législatives et budgétaires de la plus haute importance pour l'avenir de notre pays. Une fois de plus, vos élus, toutes tendances confondues, ont travaillé sans relâche pour amener en séance publique des textes compliqués mais essentiels pour l'image de Monaco et pour faire évoluer notre législation vers les meilleurs standards internationaux. Une nouvelle fois, c'est bien la preuve que l'Union nationale des élus fonctionne bien et que cela renforce encore la place du Conseil national dans nos institutions. Votre Assemblée est ainsi plus forte pour porter votre voix et représenter toujours mieux les besoins et les attentes des Monégasques et des résidents.
Beaucoup reste à faire, bien sûr, car les politiques publiques sont une matière évolutive. Il faut sans cesse adapter l'action de l'État à la réalité de terrain. Cette réalité de terrain, nous avons tout fait pour ne jamais nous en éloigner. Nous étions avec Stéphane Valéry et Brigitte Boccon-Pagès aux côtés des commerçants du Larvoto lors de la restructuration de la plage qui aujourd'hui est une réussite pour tous. Nous avons accompagné les acteurs économiques qui en avaient besoin durant la crise de la Covid avec la CARE, accompagnée par notre président de la Commission des finances. Et puis, nous sommes à l'écoute de l'ensemble des commerçants monégasques lorsqu'il s'agit d'avancer, enfin, vers la restructuration du centre commercial de Fontvieille, qui a déjà pris beaucoup de retard, ou quand il faut prévoir une stratégie d'urbanisme commercial global depuis l'Observatoire du commerce que le Conseil national a relancé et au sein duquel je siège depuis près de 5 ans. Notre économie a besoin d'un Conseil national au contact des réalités de notre pays pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'attractivité. Chers compatriotes, vous le savez, depuis la crise Covid-19, vos élus n'ont cessé de travailler dans l'union nationale. C'est en réfléchissant ensemble pour trouver les meilleures solutions pour les Monégasques et la Principauté que cette union s'est imposée tout naturellement au sein de l'Assemblée. C'est unis et loin de tout clivage que nous avons ainsi été force de proposition pour le gouvernement, notamment au sein de la CARE, pour accompagner les acteurs économiques monégasques dans ce moment difficile. Dans l'union nationale, dans l'unité des institutions, Monaco a su traverser cette crise sans précédent, mieux que beaucoup d'autres pays européens. Le bilan de cette mandature est tout simplement historique, du jamais vu. Depuis que j'ai été élu pour la première fois en 2003, nous pouvons tous et toutes en être fiers. Sous la présidence de Stéphane Valéry, puis de Brigitte Boccon-Pagès, c'est un Conseil national fort qui a retrouvé toute sa place dans nos institutions en jouant pleinement son rôle de partenaire institutionnel indépendant du gouvernement. Sur le front de la négociation d'un éventuel accord avec l'Union européenne, votre Conseil national a tenu la ligne qu'il s'était fixée, faire en sorte que les lignes rouges ne soient pas franchies. Nous avons été pour cela une ressource pour le négociateur monégasque afin de protéger notre pacte monégasque et l'avenir de nos enfants. Ce sujet sera forcément au cœur des débats de ces prochaines semaines. Avant de vous proposer de continuer d'œuvrer pour notre communauté nationale afin de renforcer sans cesse notre modèle économique et social et pour préserver les spécificités de notre pays, nous avons encore beaucoup de travail. Et pour le mener à bien, vous pouvez compter sur nous toutes et tous.